Bien. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Pascal Cobert, enseignant sage-femme et adjoint de direction à l'école de sage-femme à Lyon-Sud. Et je suis avec Eugénie Zabé, qui est étudiante en fin de formation, qui vous donnera aussi quelques points de vue sur la formation de sage-femme, dans laquelle elle va s'engager dans quelques mois. Voilà. Par rapport à la formation de sage-femme, avant de démarrer sur les compétences, les modalités pratiques, comment ça fonctionne cette formation de sage-femme. Je voulais un petit peu vous situer les choses, dans le sens où en France, les sages-femmes, on a à peu près 24 000. Les majorités des sages-femmes sont de sexe féminin. Pour la petite histoire, depuis 1982, cette profession est mixte, à savoir les hommes ont pu s'engager dans cette formation à ce moment-là. Et nous sommes actuellement, si on veut faire un ratio, homme-femme, nous sommes à peu près un peu moins de 3% de la profession, actuellement, dans l'exercice de la profession de sage-femme. Autre élément qui est intéressant que vous sachiez, la profession de sage-femme, son exercice professionnel est, je dirais, autour de 55-60% en exercice hospitalier, que ce soit privé ou clinique. Il y a de plus en plus de sages-femmes libérales, on arrive entre 25, 27, 28%. Certaines sages-femmes, je dirais autour de 10 à peu près, de 10, 12, ont un exercice mixte. J'entends par là un exercice mixte hospitalier plus libéral, voire surtout, essentiellement sous cette forme. Et enfin, il y a un certain pourcentage qui exerce d'autres fonctions, comme moi par exemple, je suis enseignant et dans une formation de sage-femme, par exemple. Voilà. Voilà un petit peu pour situer les choses par rapport à cette profession qui est peut-être pas toujours connue par toutes et tous. Et maintenant, je vais vous parler des compétences de la sage-femme. Alors, les compétences de la sage-femme, je vais passer la parole à Eugénie, qui va nous présenter un petit peu tout le panel de compétences d'une sage-femme, actuellement en tout cas. Eugénie? Alors du coup, en sage-femme, on fait beaucoup de choses. C'est ça qui est intéressant avec ce métier, c'est qu'on fait du suivi de grossesse. Donc ça, c'est un peu l'image qu'on a de la sage-femme avec de la salle d'accouchement et le suivi des patientes quand elles ont accouché. C'est un peu le nerf de la guerre et le suivi en postpartum, en libéral aussi et à domicile. On fait également de la gynécologie, donc de la contraception, suivi gynécologique avec de la palpation de la mammaire, dépistage du cancer du col de l'utérus avec le frottis et dépistage du cancer du sein. Et également du dépistage des IST et du suivi des IST. Chez les hommes également, on peut dépister des IST, donc ça c'est nouveau et ça aussi très intéressant. On peut faire de l'orthogénie, donc des IVG médicamenteuses, si on est lié avec un centre. Et expérimentalement, pour le moment, on peut faire des IVG chirurgicales. Pour l'instant, c'est pas acté dans les textes de loi. On peut faire également du suivi du nouveau-né pendant le premier mois de sa vie. De la rééducation périnéale pour toutes les femmes qui ont eu un enfant. De la PMA, donc l'aide à l'assistance médicale à la procréation, qui du coup ont un accompagnement des femmes dans tout leur suivi. Euh, on peut faire également être en PMI, donc c'est des sages-femmes territoriales qui font de la protection maternelle et infantile, qui font le suivi des femmes du coup pendant leur grossesse et des nouveau-nés à la naissance. Euh, voilà. Merci à vous, Eugénie. Effectivement, vous voyez, on a un panel très large dans toute la vie d'une femme, en dehors de la grossesse, pendant la grossesse. Et ça va bien au-delà dans le domaine de la prévention. Eugénie vous a bien expliqué tout ce que l'on peut faire. On peut faire aussi la vaccination, par exemple. On est un acteur, je dirais, très important dans le domaine de la prévention, notamment dans la périnatalité et la gynéco, la prévention aussi des violences faites aux femmes, par exemple. La vaccination, donc on a un rôle très important à ce niveau-là. Pour vous situer un peu d'un point de vue juridique notre formation, on est, si vous voulez, juridiquement parlant, on est une profession médicale à compétences définies. Comme vient de vous l'expliquer Eugénie, on a un champ bien spécifique avec une responsabilité propre.
C'est ce qui nous fait notre spécificité. Nous sommes responsables de ces compétences-là complètement. Donc, vous voyez, c'est une profession où il y a un certain nombre de responsabilités très, très importantes. Alors, qu'est-ce qui est intéressant aussi, si vous avez envie de vous lancer dans la périnatalité, le suivi gynécologique, sur des nouveau-nés de la prévention générale, qu'est-ce qui permettrait aussi de dire, tiens, ça m'intéresse, qu'est-ce que je vais faire, etc. Il faut savoir que c'est vraiment une profession où il y a des situations très variées. On peut rencontrer l'urgence, on peut faire de l'accompagnement. Il y a vraiment des choses très, 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 très vastes et très variées qui peuvent peut-être vous correspondre. C'est ça aussi l'intérêt de cette formation. Là aussi, je vous en ai parlé en introduction. Là aussi, vous pouvez travailler en hôpital, en clinique, vous pouvez être libéral, en territorial, comme vous disait Eugénie, par exemple, ou travailler peut-être un peu plus tard dans l'enseignement et la recherche. Là aussi, vous voyez, il y a tout un panel dans ce domaine qui dit de la maïeutique, où on peut faire de l'enseignement et de la recherche. Autre intérêt, qu'on rencontre aussi bien sûr avec les autres professions, on a un métier, comme pas mal d'autres professions de santé, où on travaille en réseau. C'est-à-dire qu'on va travailler avec différents interlocuteurs, vraiment un travail collaboratif, des médecins, des infirmiers, des assistants sociaux, etc. Donc vous voyez, c'est très très large et très très riche au niveau de cet exercice professionnel. Et là aussi, j'insiste, moi je me redis peut-être, je me répète peut-être, mais cette profession, on est vraiment dans la prévention. La prévention auprès des femmes, auprès des nouveau-nés, auprès de l'entourage, actuellement même auprès des hommes. On a un rôle aussi dans la prévention, comme vous le disiez, par rapport aux IST. On a un travail aussi, mais même à les traiter. Donc vous voyez, c'est très 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 large. Et au niveau psychologique aussi, on est là pour dépister, pour les problèmes, parce que vous avez entendu parler, les problèmes de dépression, postpartum. On est là aussi en première ligne pour pouvoir les dépister, les orienter à bon escient. Donc, vous voyez, on a un travail très 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 important à ce niveau-là de prévention. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette filière. Pourquoi cette filière? Pourquoi ça peut potentiellement vous intéresser? On a essayé de faire un petit peu le tour, qui n'est pas bien sûr pas exhaustif, de cet exercice professionnel. Alors, si vous en avez envie, comment y accéder? Bon, ça vous le savez certainement. Il y a la PASS, il y a la LAS. Ce sont des accès directs. Sachez que c'est plutôt sélectif par rapport à l'accès à cette formation. Et cette formation, en tout cas pour la région lyonnaise, c'est réparti entre Lyon et Bourg-en-Bresse. Il y a un certain nombre d'étudiants à Lyon, un autre à Bourg-en-Bresse, et on est bien sûr basé à la faculté à Lyon-Sud. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Comment c'est organisé? Je dirais, parce qu'il y a des nouveautés pour la rentrée 2024, on va se retrouver dans une situation où vous allez avoir 3 cycles. Le premier cycle, qui comprend PASS, LAS, deuxième et troisième année, qui correspond à un certain nombre de CTS, 180. Le deuxième cycle, qui sera la quatrième, cinquième année, là aussi, qui correspondra donc à 120 ECTS. Et enfin, le troisième cycle, c'est ceux qui vont venir en formation à partir de 2024, 60 ECTS, pour conférer un diplôme d'État de docteur en maïeutique. Voilà un petit peu la nouveauté par rapport à ce qui se passait actuellement. La formation sera en 6 ans. Par rapport à cette 6e année, c'est un texte récent, très récent, du 25 janvier 2023, qui précise, si je peux vous le dire, c'est la mise en place d'un 3e cycle qui sera une année de formation clinique dédiée à la maîtrise de la pratique clinique associée à la participation à des séminaires pluridisciplinaires, à des retours d'expérience, pour conforter tout ce que vous avez acquis pendant ces 5 années. Et enfin, le diplôme d'état de docteur en maïeutique est conféré après validation de ce 3e cycle et soutenance avec succès d'une thèse d'exercice. Donc voilà, ça durera une année de formation supplémentaire. Et vous présenterez votre thèse d'exercice. Et donc, c'est à partir du 1er septembre 2024 qu'on s'engage dans ce type de cursus. Donc ça va démarrer là, en septembre. Alors, si je veux synthétiser
la situation. Donc, comme vous pouvez le voir, premier cycle passe des formations générales en sciences maïeutiques 2 et 3. Ça vous confère un diplôme de formation générale. D'accord. Deuxième cycle, des formations approfondies en sciences maïeutiques. 1 et 2, ça vous confère un diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques. Et enfin, maintenant, il y aura un troisième cycle d'une durée d'une année qui vous donnera donc le diplôme de docteur, le diplôme d'état de docteur en maïeutique. Voilà un petit peu comment va être structurée à partir de 2024 la formation de sage-femme. Alors, toujours par rapport à l'organisation des études, comment c'est fait sur le fond, si on va un peu creuser, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Si vous avez des questions, vous poserez après, bien sûr. Il est clair qu'il y a un principe de socle commun d'études médicales qu'on a entre la passe, la deuxième année de formation générale, troisième. La spécificité de la prochaine rentrée, on va passer par un principe d'approche par compétences. On était jusqu'à présent sur des yeux, des disciplines, gynéco, obstétrique, etc. On va changer un petit peu de forme, si je puis dire. On va faire une approche par compétences. Alors, qui fait les enseignements dans la formation de sage-femme? Bien sûr, il y a des universitaires. Puis il y aura bien sûr des professionnels, sages-femmes et autres, qui vont aussi vous faire des cours, qui vont se présenter sous différentes formes, bien sûr, tout au long de votre cursus. Il y aura bien sûr de la formation à la méthodologie de recherche, importante parce que, comme vous le savez, déjà, il y avait déjà un mémoire de recherche, il y aura une thèse. On est là pour vous inculquer l'envie de la recherche, bien sûr, pour après. Et il y a d'autres types de formations qui seront prises en compte. Il y aura la SGSU, la formation au premier secours, le service sanitaire. Rappelez-vous, le service sanitaire, c'est centré sur la prévention. Comme je vous disais, c'est une profession déjà à la base qui est centrée sur la prévention. Donc, on fera aussi le service sanitaire, comme pour toutes les professions de santé. Voilà. Alors, quels sont les moyens? Il y a toutes sortes de moyens. C'est pas exhaustif non plus. Je vais pas tous les présenter. Bon, il y a des cours sous forme c'est magistral, ça peut être à classe inversée, ça peut être sous forme de simulation, des TPTD, etc. Voilà un petit peu comment est organisée les études de sage-femme. Si on veut maintenant plus rentrer dans le détail de l'alternance cours-stage, je vais vous donner un exemple. Bon, bien sûr, les décrets d'application ne sont pas encore tout à fait, sont pas appliqués encore, mais ça va venir. Mais voilà ce qui se profile, voilà un exemple pour Lyon, par exemple, ce qu'on fait dès la deuxième année, que vous aurez un certain nombre de semaines de stage et de cours, et vous aurez par exemple 4 semaines de soins généraux. Les soins généraux, c'est les soins infirmiers notamment. Vous aurez 4 semaines de consultation en obstétrique, 4 semaines de salle de naissance et 4 semaines de suite de couche, de suite de naissance. Vous démarrerez, par exemple à Lyon, ça va être sous cette forme-là, vous démarrerez d'emblée dans le vif du sujet par rapport à votre futur exercice professionnel. Voilà comment on a conçu ce début de formation pour 2024. Les autres années de formation, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est un cursus professionnel rapidement, dans le sens où, dès la troisième année, vous aurez à peu près 2 tiers de stage pour 1 tiers de cours. Vous voyez ? Pareil pour la 4e année. Et je dirais, même la 5e année, c'est encore plus prégnant, ce qui est normal. Plus on avance, moins la théorie est présente. Vous aurez encore plus de stages et un peu moins de cours. Et enfin, la dernière année, comme je vous l'ai dit précédemment, ça sera vraiment un cursus purement professionnel avec quelques injections, je dirais, de séminaires, de retours d'expérience tout au long de l'année. Je dirais sur les 90% du temps, ça sera du période de stage. Voilà un petit peu l'organisation future, si vous souhaitez nous rejoindre dans cette formation de sage-femme. Alors, autre point qui est intéressant, il y a cette notion de passerelle. Il est possible de changer d'orientation, si vous le souhaitez, parce que pour X raisons, bon, ça ne vous convient pas. Il y a une possibilité de se présenter pour intégrer d'autres formations à partir de la validation du diplôme général de formation générale en sciences maïeutiques. Donc, après la 3e année. Il y a une possibilité. On peut présenter un dossier à partir de ce moment-là. Ça, c'est possible.
Autre possibilité, il y a des possibilités d'orientation sur des masters, autres, etc. Voilà, il faut savoir que c'est pas fermé. Il y a d'autres possibilités si ça ne vous convient pas. Voilà. Alors, le choix de cette profession, bon, il y a un cursus en 6 ans, il faut y réfléchir. C'est un cursus professionnalisant. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Immersion rapide en clinique, les conditions matérielles d'exercice, salaire, alternance, jour, nuit, week-end. Il faut savoir que c'est un métier, je dirais, il y a un investissement. Hein. Et on peut travailler les week-ends, la nuit, le jour, etc. C'est exigeant, hein, le rythme est assez soutenu. Formation, bien sûr, soutenue, rythme soutenu. Avoir un certain nombre de souhaits, de qualité, d'écoute, d'organisation du travail, travailler en équipe, capacité de se remettre en question. Voilà, il y a tout un nombre de choses qui est important à intégrer. Voilà, c'est des éléments importants à prendre par rapport à son choix. Et je voulais aussi laisser la parole à Eugénie par rapport à ça, ce qu'elle en pense, par rapport au choix, comment ça s'est passé, ou si vous avez des points particuliers à dire. Bah, du coup, en fait, je trouve que c'est vraiment insister sur le parti où on est vraiment tout le temps en stage. Dès qu'on voit quelque chose en cours, on l'applique tout de suite après en stage, en pratique. On est auprès des patientes tout de suite et on fait très vite des choses dès la deuxième année. On nous laisse déjà faire des choses et après, bah, dans les dernières années, on fait tout toute seule. Euh, donc ça, c'est vraiment pas mal. Et d'avoir, il y a un petit effectif dans les promotions, donc 40 en moyenne. Donc ce qui permet d'avoir plus de liens avec les autres. On est des promos qui sont vraiment très très soudés. On fait plein de choses et il y a des assos qui font plein de choses pour nous aussi. Euh, et aussi, bah en fait, c'est un métier qui est super. Comme je l'ai dit, on peut faire beaucoup de choses différentes. On peut vraiment tout faire. À un moment, on se dit, bah, je vais faire du libéral. Après, on se dit, bah, en fait, non, je vais faire de l'hospitalier. On peut changer au cours de notre carrière comme on le souhaite. Merci Eugénie. Alors, effectivement, vous l'avez évoqué, Eugénie, à juste titre. Hein. Au cours de votre carrière, mais on peut changer, quoi. Si on a envie de faire d'hospitalier, on peut potentiellement aller en libéral, on peut spécialiser. Hein, si vous voulez faire de l'éco plus spécifiquement libéral, ben, il y a des formations, hein, et puis vous installez, et vous faites peut-être exclusivement l'éco, c'est possible. Hein, certains le font. Vous pouvez faire d'autres choses, d'acupuncture ou autre. Hein. Ou si vous êtes vraiment pro-hospitalier, hein, ou en tout cas établissement, hein, on peut s'engager dans d'autres missions. Hein, par exemple, être responsable d'un service. Hein, par exemple, hein, un coordinateur, coordinatrice de service. Hein, ou par exemple, autre élément, vous pouvez devenir enseignant, hein, enseignant-chercheur, etc. Hein, voire responsable d'une formation. Vous voyez, il y a un certain nombre d'évolutions potentiellement possibles dans la formation quand on souhaite changer d'orientation, c'est tout à fait possible. Voilà. Voilà. Bon, j'espère que Eugénie et moi-même, on vous a peut-être convaincu, on veut peut-être vous donner envie. Hein, en tout cas, bon, c'est une profession bien centrée sur la physiologie et qui apporte souvent du bonheur hein, quand on en exerce. Merci de votre attention et bonne continuation. On va passer aux questions. Du coup, je vais vous remettre le QR code qui est là. Et donc, on a 10 minutes de questions-réponses avant d'enchaîner après sur pharmacie. Donc, si vous avez des questions spécifiques sur la formation de maïeutique, c'est l'occasion de les poser, que vous soyez dans cet amphi ou dans les autres amphis. Une pour commencer, on a l'image de sage-femme. Du coup, dans sage-femme, il y a femme. Est-ce qu'il y a une place pour les hommes dans ces métiers? Ah oui, complètement. Hein. Il y a une place pour les hommes, sans souci. Hein. Je vous dis, à ce niveau-là, certes, c'est une profession récente hein, pour les hommes, on est d'accord. Hein. Moi, je suis issu des la première promotion, par exemple. Bon, là, je commence à devenir une quarantaine d'années que je suis dans la profession, en gros. Hein. Mais il y a une place vraiment pour la profession, sans aucun souci. Hein.
Oui, surtout, bah, en fait, il y a des hommes dans toutes nos promotions. Là, je crois que sur la deuxième année, il y en a trois. Et ça se passe très, très, très bien. Dans tous les cas, quand on est en stage, les patientes signent une charte de mixité. Donc, elles acceptent qu'elles soient soignées par des hommes. Et ça se passe très, très bien. Est-ce qu'on peut faire gynécologue après maïotique? On a parlé du cursus passerelle. Vous avez votre diplôme d'état de sage-femme. Vous pouvez tenter une passerelle pour gynéco. Ben, je veux dire, il faut faire le cursus médecine, quoi. Faut faire tout. Actuellement, il faut refaire le cursus, quoi. Oui, complètement. Il y a pas de, on passe pas directement à la spécialité. Infirmière, actuellement infirmière, oui. Hein, c'est-à-dire que moi, je m'occupe particulièrement des passerelles. Les infirmières diplômées d'État peuvent postuler. Hein. Alors, en pratique, deux mots sur la passerelle, et puis après, je ne vais pas non plus m'étendre. Hein. L'idée, une infirmière diplômée d'État peut demander une passerelle, donc il faut qu'elle fasse un dossier écrit avec l'aide de motivation. Si elle est retenue, elle passe à un oral, et en fonction des places disponibles, elle est admise ou pas la formation de sage-femme. Voilà. Juste pour compléter sur les passerelles, vous pouvez faire des passerelles aussi en médecine, quand vous êtes en sortie d'école d'infirmière. Et le point important, en fait, c'est que nous, on demande pour le coup que vous ayez exercé au moins 2 ans après l'école d'infirmière. Donc que vous ayez votre diplôme de 3 ans et que vous ayez exercé 2 ans avant de candidater. Les candidatures en sortie d'études, en tout cas côté médecine, on les regarde pas. Il y a une question sur combien vous gagnez, votre salaire. Bah, en fait, on peut pas répondre à cette question. Euh, c'est tellement variable en fonction de l'exercice qu'on a. Par exemple, en libéral, ben, on gagne ce qu'on travaille. Ça dépend des actes qu'on fait. Par exemple, l'échographie, c'est un peu mieux coté. Donc, on gagne un peu plus en faisant de l'échographie. En hospitalier, en fait, le salaire, il augmente au fur et à mesure de notre ancienneté. Et par exemple, bah, en sortie d'école, en hospitalier, en public, avec la prime Covid, c'est 2300 net. Et ça va augmenter sûrement avec la sixième année et du coup une meilleure reconnaissance du métier. Vous avez quand même une précision, effectivement, en début de carrière, c'est à peu près dans ces deux-là, comme vous dites, Eugénie, avec, ça dépend aussi des gardes, si on fait des gardes de nuit, etc. Ça peut monter un peu plus, mais en fin de carrière, vous êtes, actuellement, hein, en tout cas, vous êtes autour de 4000, 4002, à peu près. Voilà. Combien il y a de places en maïotique entre Lyon et Bourg? C'est 39 et 20. 39 et 20, voilà, c'est ça. Ça fait donc combien, ça fait 49, 59, une petite soixantaine, quoi, un petit peu moins. Pardon? Le campus en fait de sage-femme, du coup c'est Bourg-en-Bresse, mais à Lyon c'est sur la faculté de Lyon-Sud. C'est sur l'hôpital Lyon-Sud à Pierre-Bénite. Bah en fait, il y a une question sur est-ce qu'on peut faire gynécologue sans maïotique? Bah du coup en fait faut passer par médecine. Parce que en maïotique on fait de la gynécologie et on peut faire que de la gynécologie si on le souhaite, mais du coup ça reste sur la physiologie. Donc dès qu'il y a un problème, par exemple dès qu'il y a un cancer du sein, on passe la main à un gynécologue. Et du coup pour gynécologue, bah faut faire médecine. Il y a plusieurs questions sur les bacs techno. Donc là, le point à rappeler, c'est que maïotique, c'est une profession médicale et que l'accès, il se fait par pass LAS ou pour 5% par les passerelles. Donc ça veut dire que c'est les mêmes critères que pour aller en pass LAS. Et donc c'est en LAS, on vous a répondu que c'était très dur en fait de venir à partir des bacs techno. C'est encore plus vrai en pass. Donc c'est quand même des filières qui sont peu accessibles au bac techno. C'est bon. Eh ben merci beaucoup du coup.